Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce live. Bienvenue. Alors, commencez le partage. Je vais dire quelques mots à propos des Amazones hier à Bruxelles. Je vais commencer par dire un grand bravo à toutes ces femmes qui se sont mobilisées hier. Un grand bravo à toutes ces femmes qui ont fait le déplacement. J'en ai rencontré qui venaient de Bordeaux, j'en ai rencontré qui venaient de l'Italie, j'en ai rencontré qui venaient de Londres, qui venaient de partout pour venir à la grande manifestation d'hier à Bruxelles. Je salue toutes ces dames, je salue toutes ces braves Amazones. Je sais que beaucoup ont dû dire des choses qui ne tenaient pas la route. Et je sais que beaucoup qui sont sur ma page sont des personnes au moins qui me suivent depuis longtemps, depuis minimum on va dire 2 ans, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont connu avant le hold-up électoral, il y a ceux qui m'ont connu à partir du hold-up électoral. Je tiens à apporter cette précision, c'est-à-dire que ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de me voir dans le combat panafricain que je menais, c'est-à-dire que pendant cette période, la période pendant laquelle je défendais les femmes en général et en particulier la femme africaine. J'ai tenu à faire le même travail pendant très longtemps et je continue encore d'en faire. Donc, pour ceux qui sur ce terrain-là ne savaient pas encore ce que je pense de la femme, c'est l'occasion pour vous. Je vais faire un live maximum de 15 minutes si c'est possible. Je vais couper le live. Et derrière, je vais reprendre un autre live pour dire vraiment ce que j'avais à dire à propos du live d'hier. Je vais dire de la mobilisation d'hier à Bruxelles. Je ne veux pas mélanger les sujets. Je pense que c'est tellement important. Bonsoir Michel Camto. Bonsoir Blandine Nonin. Bienvenue Lydie la discrète. Kevinou, le puissant communicateur de corps. Bienvenue à mon frère Kamta, Fabrice Fogem. Donc, merci à vous et bienvenue. Je voulais dire quelque chose qui me touche particulièrement. Quelque chose qui m'a choqué, quelque chose qui m'a touché particulièrement. Je réitère encore ici le respect, l'immense respect, l'amour, le profond respect que je voue à la femme en général et surtout la femme africaine ici en particulier. C'est très important. Je commence par là et je veux m'arrêter. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ce que je vais dire à propos des Amazones d'hier à Bruxelles, qui ont fait fort d'ailleurs, comme on dit à Bruxelles d'hier, je ne veux pas mélanger ce sujet-là avec d'autres sujets. Donc je ne voudrais pas que ça soit dissolu, que ça fonde en fait dans un live peut-être d'1 heure de temps. Je voulais faire un truc vraiment court et précis. Quand je parle ici des sujets qui concernent l'histoire, les gens ne sont pas présents. En fait, les gens ne s'intéressent pas. Quand je fais des sujets ici, des lives pour parler de la spiritualité africaine, les gens s'intéressent très peu. Bon, les gens sont comment dire ça, ils sont dans une situation où ils ont besoin en quelque sorte d'un sauveur. C'est pour ça que pour beaucoup, d'ailleurs, quand Kamto est arrivé, les gens se sont dit, waouh, c'est le nouveau sauveur du Cameroun. Et il suffisait que tu écrives sur le titre de ton live, Paul Biya doit partir. Ou bien non au hold-up électoral, tu mets le nom de Kamto. Tout le monde se livre, tout le monde converge spontanément vers ton direct pour écouter quelqu'un qui est en train de dire que Biya doit partir. Il faut bien comprendre ça. Donc tellement les gens se sont à un certain moment versés dans ça, ils attendaient le résultat immédiat. Ils attendaient le résultat immédiat, c'est-à-dire le départ de Biya. Mais derrière, ils n'ont pas pensé peut-être, ils n'ont pas su que cette lutte-là pouvait être bien plus longue d'un côté. De deux, il y a des sujets derrière qui sont tout aussi importants. Il n'y a pas que la politique dans la vie. Je lis d'ailleurs très peu d'ouvrages qui parlent de politique. C'est récemment que j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Je suis plus quelqu'un de passionné de tout ce qui concerne l'histoire de l'Afrique et sa spiritualité. C'est pour ça que j'étudie les deux disciplines qui sont d'ailleurs des disciplines assez très rigoureuses. J'étudie voilà les deux disciplines. Je travaille également sur l'Afrique noire et sa diaspora, donc même les Antilles et tout ce qui va avec. Pour dire quoi? Le sujet, l'histoire d'un peuple, c'est quelque chose de très important. Je pars généralement de très loin pour arriver au but final. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas fortuit. Je le fais parce que
il y a derrière certains éléments qui sont importants pour comprendre la suite en fait. Quand tu vois un enfant, un Africain de surcroît, un noir, qui se lève et qui insulte les femmes, qui insulte d'autres femmes, c'est-à-dire étant femme elle-même, qui insulte d'autres femmes, les hommes aussi entrent dans la danse. On fait des reproches aux femmes qui étaient à Bruxelles hier, des braves dames, simplement parce que elles ont mis leur soutien, je ne sais pas vous appelez ça soutif ou soutien-gorge et tout. Elles ont mis leur soutien, elles ont retiré leur t-shirt en laissant leur soutien. Premier problème. Quand vous voyez les gens qui agissent de la sorte, vous comprenez que c'est des gens aliénés, des perdus. Je vais être encore très dur avec mes mots comme d'habitude, quitte à ce que ça ne plaise pas. C'est des gens qui n'ont rien compris à l'histoire de l'Afrique. C'est pour ça que j'insiste depuis tous les jours. Quand je parle ici, remarquez bien que même quand je parle politique, il y a toujours des ramifications. Je fais tout parfois pour revenir toujours sur le terrain historique parce que l'histoire est la base de tout, de toutes les disciplines. Ça repose sur l'histoire. Si tu ne connais pas d'abord, si tu ne te connais pas d'abord en tant que toi, en tant qu'Africain, en tant qu'humain, en tant qu'Africain, c'est pas possible de comprendre la suite. Les Africains écrivent énormément. Fan Bondi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Les Africains écrivent énormément. Il faut simplement te rendre dans la librairie Tameri Sematawi. Tu entres de l'entrée de la porte jusqu'au bout. Tu vois le nombre de livres, des tonnes de livres que les Africains ont eux-mêmes écrits, soit sur l'histoire de l'Afrique, sur les mathématiques, sur les sciences, pour te rendre compte que c'est toi plutôt le problème. Ce n'est pas parce que les Africains n'écrivent pas. Ce n'est pas parce que les Africains ne lisent pas. Les gens commencent à davantage s'intéresser. Mais on a fait en sorte que la lecture en Afrique, ou alors le domaine intellectuel était réservé à une certaine classe, à une certaine caste. Alors qu'on peut aussi lire pour le plaisir, on peut lire pour s'instruire. Il y a tellement de motifs, il y a tellement de raisons de s'engager dans la lecture. Et pour notre cas, quand quelqu'un se lève pour insulter les braves dames que j'ai vues hier, quand je regarde encore les images, ça me donne des frissons. Quand je regarde encore les images d'hier de ces femmes-là qui pendant des heures ont chanté, ont crié leur ras-le-bol. On voit aujourd'hui des gens qui font des reproches à ces femmes-là, comme quoi elles ont mis le sein dehors, elles ont mis le vieux ventre dehors, elles ont mis le... Communauté camerounaise. C'est terrible. C'est terrible. Insultez-moi encore que je suis vendeur de livres. Bon, je prends sur moi, traitez-moi de tout ce que vous voulez, mais laissez ces braves dames-là continuer ce qu'elles ont commencé. Traitez-moi de celui qui vend les livres, d'accord. Je suis vendeur de livres, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais laissez ces dignes femmes, laissez ces braves dames continuer leur travail. Je vais prendre quelques points essentiels. Se lever facilement, aussi facilement comme dans notre monde, s'attaquer aux femmes, c'est quelque chose qui découle du fait que beaucoup ont grandi souvent dans des familles où ils n'ont vu que le mépris de la femme. Ils ont grandi dans une société, même plus globalement aujourd'hui, qui ne respecte plus la femme. J'en viens sur deux points essentiels. Deux points essentiels. Premier point. Je vais dire trois. Et le troisième, je vais développer après. Si ces femmes-là se sont mises même nues pour que le Cameroun soit libre, est-ce que ce n'est pas profitable pour nous? Si ces femmes même se déshabillaient, elles se mettaient toutes nues, parce que quand vous parlez même de nudité, j'en viens au deuxième point, pour ne pas mélanger. Si elles le faisaient pour la libération du Cameroun, si elles l'avaient même fait hier, parce que encore une fois vous faites un reproche qui n'a aucun sens. Ces femmes hier ne se sont pas mises nues, mais vous parlez de nudité. C'est pour ça que moi quand je parle dans mon live, j'ai intitulé nudité, j'ai mis ça entre guillemets. Elles n'étaient pas nues.
C'est encore une insulte. Parce que les femmes sont celles-là qui sont fragiles. Il faut tirer sur elles. Tirer sur moi, le vendeur de livres, pas de souci. Je m'en moque éperdument, mais laissez ces femmes-là tranquilles. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que les signes de la femme, j'insiste encore là-dessus. Les signes de la femme. J'en parlais encore il y a peut-être un an aujourd'hui, quand notre soeur Stella s'était déshabillée et elle avait fait certains trucs et tout. Il y a certains débats dessus. J'ai tenu à puiser des éléments clairs. C'est-à-dire qui découlent de mes expériences non seulement aussi, mais du fait que j'ai accumulé beaucoup de lectures sur certains thèmes qui concernent l'histoire de l'Afrique. Pour vous dire que les scènes de la femme, il y a un certain Conda, tu es bloqué, bâton à bâtard, voilà, c'est bon. Donc, pour dire ceci, les scènes de la femme, il faut bien comprendre, c'est pour ça qu'il faut toujours partir. Il faut toujours partir de cet élément historique-là, le petit élément historique. Parfois, c'est ça qui change tout, en fait. C'est parce que vous avez interprété, vous concevez dans votre subconscient, dans votre inconscient, les scènes de la femme comme un élément lié au sexe. C'est parce que vous pensez que le sein de la femme est une partie du corps qui appartient même à l'homme et il est censé toucher pour jouir, il est censé toucher cette partie-là pour être excité. C'est directement lié au sexe. Alors que dans la conception, encore, de l'Afrique traditionnelle et stable, dans la conception de l'Afrique avant l'arrivée de l'esclavage et de la colonisation, avant l'arrivée des esclavagistes occidentaux et arabo-musulmans, les seins de la femme sont considérés tout simplement comme la nourriture de l'enfant. Jusqu'à récemment, encore quand j'étais petit, dans nos villages et même encore dans certaines régions d'Afrique actuellement, les seins de la femme sont considérés comme la nourriture de l'enfant. Les mamelles de l'enfant, c'est fait pour allaiter. Ce n'est pas une partie du corps qu'on touche, on excite, je ne sais pas, on se branle dessus ou bien... Mais vous avez à un certain moment pensé, c'est-à-dire que votre vision ici, votre façon d'approcher, votre approche même du sujet d'ailleurs, votre axe que vous avez emprunté sur ces sujets-là prouve tout simplement que vous avez une vision purement occidentale du corps de la femme. Marie Massamo, le sein de la femme, le sein de la femme, il y a quelqu'un qui dit, le sein de la femme c'est pour l'homme. Encore une fois, il n'y a rien sur la femme qui appartient à l'homme. C'est pas pareil qu'on va dire que le pénis de l'homme appartient à la femme. Le tout n'est pas une affaire d'appartenance. C'est pour ça que vous partez déjà d'un mauvais postulat. Votre approche est complètement boiteuse. Ça fait qu'à la fin, vous ne pouvez que vous tromper. Ça, c'était un point très important. C'est-à-dire que, d'ailleurs, j'étais sur le terrain, je n'ai pas vu une seule femme qui a retiré de son t-shirt et qui a par la suite retiré son soutif et laissé les seins dehors. Et même si elle l'avait fait, encore une fois, quand les gens vont à la plage, ils voient quoi? Quand vous allez à la plage, vous voyez quoi sur les plages? Quand vous allez dans les boîtes de nuit, quand vous allez un peu partout, mais on est dans une situation où les gens sont tellement frustrés parfois, parce que ceux qui le disent, c'est les gens tout simplement qui attendent le moindre petit pépin pour commencer à tirer sur les autres. Et le pire dans ça, c'est que la plupart même de celles qui sont en train de tirer sont d'autres femmes. Ce sont des femmes, ce ne sont pas des hommes qui tirent en majorité. Ce sont d'autres femmes. Comme on a vu, la plupart des gens qui se sont ligués contre notre sœur Aya Nakamura sont aussi des femmes, sont avant tout des femmes. 60 à 70%, ce sont des femmes qui s'attaquent à Aya Nakamura. Donc ici, la solidarité féminine disparaît. Encore une fois, on est dans une société où tout le monde peut s'attaquer à Aya Nakamura. Et d'un autre côté, soutenir une femme qui fait tellement de bêtises. Elle devient l'égérie d'une marque, elle devient tout ce que vous voulez, mais d'un côté, celle même qui se bat au quotidien pour s'en sortir, c'est celle qu'on vilipende. Autre point essentiel sur ce que j'ai vu hier, ces braves dames. Je dis bien sans distinction. J'ai parlé des Amazones, je ne veux pas savoir Amazon bleu, rouge, originel, Amazon authentique ou bien ceci. Plus globalement, toutes ces femmes qui y étaient, même si elles n'ont pas forcément retiré leur t-shirt, vous êtes avant tout des Amazones. Vous êtes avant tout des brillantissimes dames.
Et c'est important de passer ce message-là. C'est important de les féliciter, de les encourager dans leur initiative qui est louable. Autre point. Le corps de la femme est sacré. La plupart de ces femmes hier qui ont fait le show pendant 2, 3, 4, 5 heures, les policiers étaient debout, dépassés. Ils ne pouvaient ni avancer ni reculer, ils étaient juste debout comme ça. Parce que c'était la femme. Si c'était les autres, on allait, quand c'était les hommes qui étaient devant, on gazait, on bousculait, on poussait, on piétinait. Mais quand les femmes ont fait le premier cordon devant, les policiers se sont arrêtés pendant des heures parce qu'il y avait des caméras, parce que aussi ce sont des femmes. Ils ne pouvaient pas tout se permettre parce qu'en face, on a des femmes. On est sur un continent où on respecte la femme. On respecte l'humain même en général. D'autres qui disent les seins sont tombés, les seins sont ceci, elles ont les ventres ceci. Oh mon Dieu! La plupart de ces femmes, j'ai même vu des femmes faire des lives pour se défendre. Que oui, si vous voulez critiquer mes seins, montrez les vôtres. Il n'en est pas question. Le débat là ne devrait même jamais exister. Pourquoi? Parce que la plupart de ces femmes ont au moins 35 ans. 30, 35 ans à 40, voire plus. La plupart de ces femmes ont déjà accouché. Malgré que tu vois ces femmes, elles ont mis des trucs, elles montrent leur corps fièrement. Certains l'exhibent parce qu'elles sont en... Ce n'est pas l'exhiber, le mot n'est pas bien choisi. Ces femmes-là ont fait ça hier, ont posé ces actions-là parce qu'elles dénonçaient quelque chose au Cameroun. Elles ne l'ont pas fait pour dire qu'elles ont un beau corps forcément. C'est des femmes qui ont donné naissance. Elles ont 2, 3, 4 enfants. Merci Serbi Kémy. Quand ce sont les femmes qui arrivent dans des associations, des grandes réunions, elles retirent leurs t-shirts, elles mettent les seins carrément dehors parce qu'elles dénoncent quelque chose, ou peut-être parce qu'elles sont féministes, peut-être parce qu'elles réclament quelque chose, elles revendiquent quelque chose. On trouve ça très évolué, on trouve ça normal. Mais pour nos soeurs qui ne l'ont même pas fait, pour nos soeurs qui ont tout simplement retiré le t-shirt et laissé tout simplement, je dis bien, et laissé tout simplement leur soutif, c'est celle-là qu'on critique. Merci Ritangano. Beaucoup parlent comme ça, blablabla, mais ils vont inbox draguer ces mêmes femmes. Ces femmes ne l'ont pas fait hier parce qu'elles voulaient montrer leur corps. Elles l'ont fait parce que la situation au Cameroun est catastrophique. Et les gens sont en train de mourir. Depuis 2016, on est passé à pratiquement 15 000 morts. Ce sont des femmes qui sont dans des forêts au Nigeria. Qui ont faim, qui ont soif, qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas d'habitat, qui n'ont rien. Des femmes qui n'ont même pas le moindre... Comment on appelle ça pour pendant qu'elles saignent, elles n'ont même pas le nécessaire pour se nettoyer. C'est pour ça que ces Amazones se sont levées. Ces femmes-là ont des enfants. Vous savez c'est quoi donner naissance? Avoir un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Mais ces femmes-là ont sacrifié carrément leur corps pour donner la vie, pour porter la vie, pour donner naissance à leur corps. Ça se respecte. L'homme sait juste faire une chose, poser sa semence et partir. Il pose sa semence, il n'est plus là. La femme, c'est elle qui porte la vie. C'est elle qui donne la vie. Et ça doit se respecter. Et il faut éduquer les hommes à commencer à comprendre qu'on est dans une société où la femme n'est pas celle-là qu'on doit venir tenter peut-être à accompagner. La femme n'est pas celle-là qui est incapable d'évoluer par elle-même et qui a besoin d'un homme forcément derrière pour l'accompagner. Il faut qu'on commence à comprendre ça, que les hommes soient éduqués à comprendre que la femme peut être aussi autonome. Et c'est ce qui se passait dans notre Afrique. Je parle ici de l'Afrique authentique, où il y avait un parlement bicaméral, où les femmes se réunissaient entre elles pour régler, parler des problèmes de femmes, et non comme aujourd'hui où on a des hommes qui veulent venir dire aux femmes ce qu'elles ont à faire, ou bien ce qu'elles devraient faire. Il faut respecter la femme. J'en connais des filles de 18 ans, 20 ans, qui ont le corps déjà fané. Elles n'ont même pas encore donné naissance. Elles n'ont même pas encore donné naissance. Mais vous donnez des leçons, et vous insultez des femmes qui se battent pour le changement, qui sont dans les rues depuis 2 ans aujourd'hui, qui dépensent leur argent, qui donnent de leur temps, qui ont même eu des problèmes à leur lieu de service, simplement parce qu'il y a eu trop de demandes de, je ne sais pas,
des empêchements. Tantôt, non, je suis malade. Tantôt, j'ai mon fils à garder. Tantôt. Elles ont mille prétextes parce qu'elles sont engagées dans ce combat. Et ce sont telles que vous critiquez. Ce sont telles que vous osez juger. Ce qui n'est pas acceptable pour moi. Ça, c'était un autre point. Et je vais chuter sur un point qui me semble aussi essentiel. Et après ça, je vais vous inviter à vous reconnecter directement dans l'autre live que je vais faire pour dire quelques 2-3 mots. Et après ça, je mettrai un numéro pour donner la parole à ceux et celles qui veulent s'exprimer, qui veulent dire quelque chose. Je vais ouvrir l'antenne à tout le monde. Donc, pour finir sur ce sujet, c'est quelque chose de très très important qu'il faut retenir. Le rôle et la place de la femme dans le combat pour la libération de l'Afrique. Je ne vais pas cesser de me répéter. Je ne cesserai de le faire en tout cas. Il y a une chose très importante à retenir dans l'histoire de notre continent. Les femmes ont toujours joué un rôle important. Les femmes ont toujours joué un rôle prépondérant dans la lutte pour la libération, même pas seulement de l'Afrique, mais du monde, de l'humanité entière. Il n'y a, je dis bien, aucune lutte qui s'est déroulée dans l'histoire et qui s'est privée de l'apport indispensable des femmes. Aucune. Une lutte qui a réussi. L'Éthiopie, pour renverser les colons italiens, a eu besoin d'une brillantissime dame qu'on appelait Teitu Betul. Allez consulter son histoire. Je vous avais parlé d'un ouvrage ici, intitulé « Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire ». C'est l'ouvrage d'une sœur qu'on appelle Sylvia Serbin, des Antilles, qui retrace tout le parcours, c'est-à-dire qui retrace le parcours des plus brillantes dames qui ont existé dans l'histoire de l'Afrique. Quand je parle de l'Afrique ici, y compris sa diaspora. L'histoire des brillantes dames qui étaient antillaises. Par exemple, la mulâtresse, l'histoire de la mulâtresse Solitude. Vous aurez, Alain, il est important de lire ce genre d'ouvrage. Même les garçons doivent lire, ce n'est pas parce que ça parle des femmes. D'ailleurs, même ils doivent le lire même en priorité. Vos filles qui sont à la maison, donnez ces ouvrages-là à vos enfants, à vos filles, qu'elles grandissent en tant que femmes noires en Occident, sachant que elles ont des miroirs, elles ont des brillantes dames sur qui elles peuvent s'appuyer, desquelles peuvent s'inspirer pour faire quelque chose de positif dans la vie. Cet ouvrage-là, je vous le conseille encore. Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Cherchez cet ouvrage, même de façon urgente. Même nos sœurs qui disaient être dans le féminisme, dans l'afroféminisme, qui est devenu plutôt le féminisme de castration, le féminisme revanchard et même de substitution. Toutes ces sœurs qui sont afroféministes, parce qu'on copie les blancs, allez lire cet ouvrage. Et nos filles, nos enfants qui naissent et qui grandissent, surtout en Occident, ont besoin des modèles. Ont besoin d'être des Fatoumata Kébé, notre brillante sœur, née et grandie ici à Montreuil en banlieue, et qui est aujourd'hui une astrophysicienne. C'est la prochaine femme, une sœur du Mali, c'est la prochaine femme française qui ira dans l'espace. Astrophysicienne, elle a à peine 30 ans. Fatoumata Kébé, allez voir ce que ces enfants sont en train de faire. Allez voir ce que ces brillantes dames sont en train de faire. Il n'y a pas la magie dans ce qu'on appelle la micro-éducation. Au niveau de la micro-éducation, il y a quelque chose d'essentiel. Commencez par former les enfants en leur présentant les images des plus brillantes personnalités qui ont réussi. Ce n'est pas un hasard si en France, on commence dès le bas âge, dès l'école primaire, à enseigner aux enfants l'histoire de Jeanne d'Arc, l'histoire du général de Gaulle, de Vercingétorix, de Louis XIV, de Louis XVI et tous ces grands héros. Héros pour les Français évidemment, mais ils sont des bourreaux pour moi qui suis africain. C'est pour ça que même nés et grandis en France, nos enfants africains, on doit commencer par leur parler de l'Afrique aussi. Parce qu'avant d'être français, ils ont des origines africaines. C'est très important. J'insiste là-dessus. Donc, pour dire encore que les femmes africaines que vous êtes, pas seulement camerounaises, les Amazones qui se sont déplacées à Bruxelles, il y en a beaucoup. Les femmes togolaises, les femmes congolaises hier qui étaient aussi à la même manifestation et qui appelaient à la libération de Jean-Marc Moukoko, un opposant congolais qui est emprisonné par Sassou Nguesso. Elles sont nombreuses. Vous avez vu, général Suzanne Barak, qui est du Gabon. Donc, ce n'est pas une affaire de pays. Et quand on porte le nom d'Amazone,
il est important de rappeler que les Amazones ne sont pas seulement au Bénin, comme on peut laisser croire. Il est important aussi de revenir à l'étymologie même du mot Amazone. Amazon ici vient des Grecs qui ont plus tard transformé la chose, c'est-à-dire ils ont donné un nom occidental à une armée de femmes puissantes, guerrières. Eux-mêmes, les Aboméens, c'est-à-dire les Dahoméens, appelaient ces dames les Aboangansi. Les femmes guerrières, Aboangansi, c'est comme ça qu'ils les appelaient. Bon, aujourd'hui on dit Amazon. C'était des dames qui étaient brillantes sur le terrain. C'était des femmes qui étaient perspicaces, des femmes tireurs d'élite, des femmes générales d'armée, des femmes qui étaient ultra puissantes. C'est le même modèle que Muammar Kadhafi a reproduit chez lui. C'est le même modèle. Nama Venapte, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu dis des conneries, si j'ai bien compris le sens de ton commentaire. Je ne suis pas d'accord avec toi, bien que je sois d'accord avec toi sur autre chose. Alors, donc, j'étais en train de dire ceci. L'image de Kadhafi s'est inspirée de ça pour créer les Amazones qu'il a eu chez lui, d'ailleurs en Libye récemment, même avant de mourir. Même s'il avait tout au contraire fait de ces femmes-là, certaines d'entre elles d'ailleurs, des esclaves sexuels. Consultez l'histoire d'une brillante dame dans le royaume du Dahomey, qui a co-dirigé le royaume avec son frère jumeau. Elle s'appelait Tassi Hangwe. Et il y a son histoire, en fait, dans cet ouvrage-là qui est bouleversante. Dans l'histoire de l'Afrique, c'est-à-dire que, parce que la femme compte, en fait. On ne rabaisse pas la femme pour donner la place à l'homme. Vice-versa. Puisqu'elle était donc jumelle, son frère dirigeait, elle aussi occupait le même poste. Parce qu'il n'est pas question qu'on rabaisse la femme en Afrique, simplement parce qu'elle est femme. On avait la reine de Saba à l'époque, qui dirigeait le royaume de Saba. On avait Yeninga qui dirigeait l'empire Mossé. On avait Nyanda Nyakasi Kana, celle qui est à l'origine de ce qu'on appelle la Chimurenga, la révolte chez les populations du Zimbabwe. C'est elle qui a créé, c'est ce qu'on appelait la Chimurenga. Elle était à l'époque l'une des plus brillantes dames de l'histoire de l'Afrique. Dans le Mwene Mutapa. L'histoire de Kimpavita. Ce sont des femmes. L'histoire j'ai parlé déjà de Nyanda Nyakasi Kana. J'ai parlé de la reine Pokou, chez les Baolés en Côte d'Ivoire. L'histoire de Candace Amanirenas, il y avait eu une dynastie des Candace dans la Nubie qui est actuelle Soudan. Il y avait le règne d'Hatshepsut dans l'Égypte antique. La reine Kaïna, la berbère, Kaïna, même si ce n'est pas son vrai nom. Il y en avait comme ça des tonnes en Afrique. C'est-à-dire un continent où on donnait la place, de la valeur à la femme. La femme était respectée en tant qu'humain. Mais on est parti de là avec l'arrivée de l'esclavage, de la colonisation. On a réduit les femmes. Justement, Manvenapte, les hommes ne se sont pas déshabillés. Tu dis, mais pourquoi les femmes qui ont fait ça? Parce que ce sont des femmes qui sont ratées en Europe qui se sont déshabillées. Mais c'est insultant. Et le pire, c'est que toi-même, Manvenapte, tu es une femme. Et maintenant, tu dis pourquoi les hommes ne se sont pas déshabillés? Mais non. Justement, les hommes étaient même au premier plan. Ils ont gazé. Ils ont poussé. Ils ont bousculé. Ils ont tapé. Mais attention, pourquoi ils se sont arrêtés subitement? Parce que c'était des femmes. Justement parce que la femme, c'est sacré. Voilà la réponse. Pourquoi on a bousculé, tapé, gazé les hommes? Et quand les femmes sont arrivées tout d'un coup, c'était pareil. On allait dans nos manifestations un peu partout, en région parisienne ici. Il y a Roselino Mevako, le stratège, sa femme était à toutes les manifestations, on l'appelle le bébé maréchal. C'est le bébé maréchal de la Révolution. C'est un enfant qui est né dans la Révolution, il a grandi dans la Révolution. À chaque fois qu'on voulait mener nos actions, on posait le bébé devant avec sa mère, avec la poussette. Il était là même jusqu'à la prise de l'ambassade.
Dès qu'elle poussait, elle arrivait à un niveau, elle bloquait. Les policiers arrivent. Ils vont faire tout ce qu'ils vont faire. On ne touche pas au bébé. On ne touche pas à la femme. Je suis surpris que c'est toi qui demandes, mais pourquoi? Pourquoi ce sont les femmes? Et pourquoi les hommes ne se sont pas déshabillés? On allait voir nos kikis là et ça allait faire quoi? Ça allait changer quoi? Mais la femme, spontanément, tout le monde allait regarder et se dire, mais c'est pas normal. Vous connaissez le nombre d'hommes qu'on tape tous les jours? Mais il suffit qu'on tape sur une femme, ça devient un problème. Justement, le monde dans lequel nous vivons conçoit les choses telles que je suis en train de décrire. Pour finir, là je suis sorti, là tu m'as distrait un peu, mais bon, ça fait toujours partie du sujet. C'est un exemple très important. Donc pour finir là-dessus, je suis en train de dire que c'est important le rôle de la femme, des Amazones que vous êtes dans ce combat. Vous avez mon total soutien. Total soutien. J'ai pris l'exemple de l'Éthiopie. J'ai pris l'exemple, je prendrai l'exemple de quelques peuples. Je prendrai l'exemple surtout du peuple noir. Et à chaque fois que dans l'histoire du peuple noir, à chaque fois que le noir s'est levé pour mener une lutte, sachez que derrière, il y a eu des brillantes femmes qui se sont sacrifiées. J'ai pris l'exemple de l'Éthiopie avec Teitu Betul. Il y a même un restaurant ici au métro Stalingrad. J'ai été à plusieurs conférences là-bas avec mon mentor, le professeur Nissim Lasconi, qui a d'ailleurs préfacé mon livre. Il a donné plusieurs conférences là-bas. Le restaurant, c'est Teitu Betul. Ça raconte, là-bas, vous avez quelques ouvrages, vous avez des photos, des trucs qui parlent de cette dame-là. C'est pour ça que je vous dis, dans tout, c'est-à-dire que tout ça est regroupé dans un seul livre. Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Lisez cet ouvrage, vous me direz par la suite. Lisez cet ouvrage. On a toujours besoin de la femme. Pour que le Cameroun se libère, on a besoin de ces Amazones. En Europe ici, comme au Cameroun. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé dans d'autres luttes. J'ai évoqué quelques cas comme ça en passant, je ne vais pas rentrer dedans en profondeur. Haïti, pour se libérer, a eu besoin des brillantes dames qui se battaient au quotidien. Je dis bien, Haïti, pour se libérer, a eu besoin d'une brillante dame au nom de Cécile Fatiman. C'est elle la prêtresse vaudou qui avait, avec le Dottie Boukman, qui avait tranché comme ça le porc, la gorge du porc, le porc noir avec lequel ils avaient fait le sacrifice au bois caïman, pour lancer ici la bataille qui a libéré Haïti. Il y avait une brillante dame, Cécile Fatiman. Il y avait une autre brillante dame qu'on appelait Toya. Toya ici étant la tante tout simplement de Jean-Jacques Dessalines. Et c'est elle qui a appris les premiers pas de défense, des premiers pas à Dessalines. Comment écrire, comment lire, c'était Toya. Dans l'histoire d'Haïti, il y avait une brillante dame au nom de Catherine Flon, fille de Jean-Jacques Dessalines, qui est à l'origine du drapeau actuel d'Haïti. Le bleu, le rouge, avec l'armoirie que vous voyez au milieu. J'avais fait un détail précis là-dessus récemment. Vous avez une autre dame au nom de Sanité Bélé. Vous avez, elles sont nombreuses dans l'histoire d'Haïti. Vous avez des brillantes dames qui ont donné, qui se sont sacrifiées. C'est important. Je parlais de 15-20 minutes, mais l'inspiration, à chaque fois, ça me vient et je suis obligé de continuer. Je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Mais dans ce petit live, c'était mon sujet, mon soutien, ici aux Amazones. Continuez sur cette lancée. Encore, j'espère d'ici peu, il y aura beaucoup d'autres actions que nous allons mener et nous avons besoin de ces Amazones. D'ailleurs, que ce sont ces Amazones même parfois qui conçoivent leurs propres actions et elles vont sur le terrain sans avoir besoin des hommes. C'est important de le rappeler. Donc ici, vous avez mon total soutien. Merci à vous et je vous redonne rendez-vous tout de suite pour un autre live. Je ne voulais pas mélanger les sujets. Voilà. J'aurais pu en dire plus. Il n'y a pas que Haïti, il n'y a pas que l'Éthiopie, mais ce sont les deux grands pays, c'est-à-dire c'est les symboles de la fierté du peuple noir. On ne peut pas parler d'Afrique sans parler d'Haïti, sans parler de l'Éthiopie.
Ce sont ces deux pays-là qui ont échappé à ce qu'on appelle la colonisation. Ce sont ces pays qui se sont libérés. Les armes à la main, il y en a beaucoup, mais les deux exemples phares, c'est l'Éthiopie. C'est aussi Haïti. Je m'arrête là et je vous donne rendez-vous tout de suite. Justement, Juliette Mala, c'était le choix de ces femmes qui l'ont fait. C'était leur choix en fait. Et il faut le respecter, tout simplement. Je ne vois pas pourquoi il doit y avoir un débat sur les nudités ou non. Elle n'était pas déjà nue. Donc le mot nudité ici est même mal choisi. Je m'arrête là et je vous donne rendez-vous tout de suite dans un autre live qui n'aura strictement rien à voir avec les Amazones. Je vais dire, bon, je ne parlerai pas des Amazones, mais surtout de ce qui s'est passé hier à Bruxelles.